Étudie. 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 Pause. Ici, on ne te demande pas de réviser. On prend le temps de dire. On pose des mots sur ce que les étudiants vivent vraiment, sans jugement et avec bienveillance. Je suis Virginie Avlange, du service de communication de l'Université de Liège, et je te souhaite la bienvenue dans Étudie. Épisode 4. J'aurais dû faire ça à ma dernière soirée. L'alcool est assez banal quand on est étudiant. Dès qu'on sort faire la fête ou boire un verre, on prend de l'alcool, même si c'est qu'un peu. Sauf que j'ai déjà assisté trop de fois à des gens qui boivent énormément, plus qu'ils ne savent supporter, juste pour se détendre. Le lendemain, c'est un sujet de vantardise. J'étais complètement bourrée hier, je tenais plus droit, trop cool comme soirée. Il y a une soirée parmi d'autres où une amie venait de passer une semaine difficile. Son unique but en sortant avec nous le vendredi, c'était de boire le plus possible pour se détendre et oublier. C'est donc ce qu'elle a fait, et au début, c'est toujours drôle de voir la personne bourrée, mais avant minuit, elle était par terre dans les rues du Carré, à vomir tout ce qu'elle avait ingurgité. Ça a été compliqué de la ramener chez elle, et il a fallu la surveiller toute la nuit, ce qui finit par être une mauvaise soirée pour elle et pour nous aussi. Le lendemain, elle se souvenait de rien de sa soirée, elle a pris 2 jours à s'en remettre. J'ai déjà fait moi-même, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on a souvent tendance à faire ça, et pourquoi personne ne s'en inquiète. Bonjour Monsieur Kertemont, vous êtes professeur en psychopharmacologie et spécialisé dans les addictions. Alors dans le témoignage qu'on vient d'entendre, il y a une dernière phrase qui m'interpelle. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire cela ? Alors, il y a probablement plusieurs raisons qu'on peut évoquer par rapport à la question qui est posée. Alors, très certainement, comme c'est évoqué dans le témoignage, en fait, il y a pas mal de personnes qui boivent de l'alcool pour son effet anxiolytique et désinhibiteur. C'est-à-dire que ça va mettre de côté les problèmes pendant un certain temps, on va les oublier. Et alors, un deuxième facteur qui va beaucoup jouer, c'est que quand on commence à boire, surtout quand on a commencé à boire avec cette idée qu'on va boire des quantités quand même importantes, il est très, très difficile de s'arrêter au milieu. Et donc, en général, on perd en fait quelque part cet aspect je vais rester raisonnable et on va continuer à boire de l'alcool jusqu'à parfois avoir des quantités très très importantes qui vont poser problème en fait même pour la conscience qu'on va avoir pendant la soirée. Ici on voulait viser la détente, la personne dit qu'elle voulait pour se détendre, mais est-ce qu'on est vraiment détendu dans ces cas-là ? Alors on ne peut pas cacher qu'on est effectivement vraiment détendu, c'est-à-dire que l'alcool à la fois détend au niveau psychologique, l'anxiété va diminuer, on va être détendu aussi au niveau physique. Il faut par contre bien comprendre que c'est une parenthèse, c'est-à-dire que ça ne va pas durer très longtemps. Et au contraire, le lendemain matin, au moment de la gueule de bois, puisque c'est de ça qu'on parle aussi, là par contre on va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va augmenter l'anxiété et on va être dans un état psychologique qui risque d'être désagréable. Donc en fait, les problèmes qu'on a voulu mettre entre parenthèses pendant quelques minutes vont revenir de manière même peut-être amplifiée le lendemain. Et donc quand on a un ami comme ça qui est dans cette situation et qu'on est à côté, qu'on passe la soirée avec, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Premier conseil, je dirais un peu général, c'est que si on va à une soirée en pensant qu'on va boire beaucoup d'alcool, c'est toujours très utile d'avoir au moins une personne qui reste sobre, ou en tout cas qui reste en ne buvant pas trop d'alcool. C'est la personne qui va pouvoir être honnête si jamais il y a un souci. Alors maintenant, quand on est avec quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, c'est essayer de lui rappeler qu'à partir d'un certain moment, la quantité d'alcool fait que la soirée n'est plus très agréable. C'est bien quand l'alcoolémie monte et qu'on a les effets euphoriques et stimulants de l'alcool, ça devient nettement moins agréable quand on commence à être malade, quand on commence à être sédaté par les effets de l'alcool où on ne profite plus de sa soirée. Et aussi se rappeler, et là c'est peut-être si ça va trop loin, que consommer de l'alcool en quantité très très importante, ça peut être dangereux même en termes de coma éthylique. Et si jamais coma éthylique doit survenir, l'ami est là pour prévenir les secours, ce qui est quelque chose de très important dans ce genre de situation. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut repérer les signes chez quelqu'un qui a trop bu et les signes surtout qui doivent alerter ? Alors il y a une série de signes qui vont se développer progressivement à mesure que l'alcoolémie va monter. Donc au début, plutôt des effets stimulants et euphoriques. Et puis à un certain moment, on va commencer à avoir ce qu'on appelle au niveau scientifique de l'ataxie, c'est-à-dire des problèmes de coordination motrice. Et donc typiquement, ça va être des difficultés à se mouvoir, à marcher correctement. On va tituber. Des problèmes au niveau de la coordination, au niveau du discours, donc difficultés à parler. Et donc là, ça va s'amplifier progressivement. Et à partir d'un certain moment, on va commencer à voir apparaître des effets sédatifs et anesthésique. Donc la personne va commencer à vouloir dormir. Et alors le signe le plus grave qui doit vraiment alerter, c'est quand il y a perte de connaissance avec incapacité de réveiller la personne. Donc plus de réflexe, plus de possibilité de la réveiller même en mettant de l'eau sur le visage. Et là, on est en début de coma éthylique. Et donc coma éthylique nécessite intervention médicale parce que les conséquences peuvent être assez importantes.
Question plus générale, mais pourquoi est-ce qu'on a parfois l'impression que tout le monde boit dans le monde étudiant, parmi les étudiants ? Alors ça, depuis toujours, ça fait partie du monde estudiantin, la consommation d'alcool, ça fait partie un peu de la transgression de la jeunesse. On arrive à l'âge où on peut commencer à boire et donc on va s'y mettre à cœur joie, on va boire des quantités importantes. Alors par contre, ce qui a été pas mal étudié dans la littérature scientifique, c'est qu'on s'aperçoit qu'en moyenne, les étudiants ont tendance à surestimer la consommation de leurs pairs. C'est-à-dire quand on leur demande d'évaluer en moyenne combien boit un étudiant, ils vont donner des chiffres qui sont au-delà de la réalité. Et ça fait d'ailleurs partie des outils qu'on utilise pour essayer de limiter la consommation, de dire, regardez, en fait, vous surestimez et vous êtes, pour certains d'entre vous, au-delà de ce que consomme un étudiant moyen. Et du coup, cette amie qui a dû surveiller son ami, comme elle le dit dans son témoignage, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour mieux vivre sa soirée ? Alors la personne qui est avec quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, c'est souvent quelque chose de pas facile. Quelqu'un qui a décidé qu'il allait boire beaucoup d'alcool, c'est difficile de le raisonner. D'autant plus qu'à mesure que la consommation d'alcool va augmenter, les effets désinhibiteurs de l'alcool vont être là. Et donc vous allez avoir des personnes qui deviennent de moins en moins raisonnables. Et donc raisonner des personnes qui ont envie de boire, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment de conseil, si ce n'est effectivement essayer de parler avec la personne, essayer de la décourager de continuer à boire. Voilà, j'ai bien conscience que c'est pas facile. Donc l'étudiante, elle se demande pourquoi on a tendance à faire ça, on en a parlé, puis il y a le côté de vouloir boire pour se détendre, mais avec tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'addiction à un moment donné ? Alors bien souvent chez les étudiants à cet âge-là, c'est encore trop tôt pour parler d'addiction. Par contre, ce qui est très bien démontré dans la littérature scientifique, c'est que plus on commence à consommer de manière importante quand on est jeune, plus le risque qu'un jour on ait un problème d'alcoolisme est important. Et ce qui est très très connu aussi, c'est qu'il y a des très mauvaises habitudes qui se établissent quand on est étudiant, et il y a un certain nombre d'étudiants qui plus tard vont avoir des problèmes assez sérieux avec l'alcool, sous forme d'addiction et d'alcoolisme. Donc c'est une histoire qui date d'il y a quelques années. Cet été-là, on était avec 2-3 potes et on avait décidé de se rendre à une soirée qui a lieu chaque année près de chez nous et à laquelle de nombreux jeunes allaient. Faut savoir que là-bas, ils servent un alcool qui est réputé pour être vraiment traître parce qu'il a un goût très sucré. Le problème, c'est que comme on ne sent pas l'alcool, on se rend compte un peu trop tard qu'on en a trop bu. Donc pour en revenir à mon histoire, on s'était donné rendez-vous chez une de mes potes pour faire une petite pré-soirée. Et donc on a démarré la soirée avec des jeux d'alcool. Une fois arrivé sur place, on a décidé d'acheter une bouteille du fameux alcool, une bouteille par personne. Et donc un peu après, j'ai décidé de rejoindre mon copain de l'époque, qu'on va appeler Fred, qui était aussi sur place. Donc j'avais seulement bu la moitié de ma bouteille et ma tête commençait déjà à tourner. Après une petite heure, je me suis rendue aux toilettes, toujours avec Fred, et je lui ai demandé explicitement de m'attendre devant. Après ce qui m'a semblé une éternité, je suis enfin sortie et Fred avait disparu. Donc j'ai commencé à paniquer, je me suis effondrée dans l'herbe à côté des toilettes. Heureusement, dans un dernier élan de lucidité, j'ai pris mon téléphone et justement pile à ce moment-là, ma meilleure pote m'avait envoyé un message pour savoir si j'étais toujours bien avec Fred. Donc je lui ai répondu que non et je lui ai dit où j'étais parce que je pouvais vraiment plus me lever. Donc quelques minutes après, elle est apparue vraiment comme un ange. Heureusement, dans cette soirée, il y avait la Croix-Rouge qui était présente à chaque fois. Donc elle m'a emmenée dans la tente et une fois couchée là-bas, j'avais vraiment du mal à rester éveillée. Puis tout à coup, la secouriste a dit « Si ça continue, on va devoir appeler l'ambulance ». Là, tout de suite, j'ai répondu « Non mais ça va, je me repose juste » en me réveillant d'un coup. Finalement, mon amie a appelé sa mère qui est gentiment venue nous chercher. Alors ici, dans ce témoignage, on parle d'un alcool sucré qui est devenu un peu traître comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui vont faire que la boisson va devenir traître ? Alors ici, le côté traître de l'alcool sucré, c'est parce qu'on ne goûte pas l'alcool, donc on ne s'aperçoit pas qu'on ingurgite des quantités qui peuvent être très importantes, alors que normalement avec un alcool non sucré, on va sentir passer la quantité d'alcool. D'autres aspects qui vont rendre l'alcool traître, c'est ce qu'on retrouve également dans le témoignage, c'est-à-dire boire très vite. Et alors, ce qui peut encore rendre l'alcool traître, c'est le moment de la journée où on va le consommer, et en particulier si on le consomme quand on est à jeun. L'alcool va passer beaucoup plus rapidement dans le sang, et donc va faire des pics d'alcoolémie vraiment très rapides. Alors par contre, il faut tordre le cou à un canard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas différents types d'alcool plus ou moins forts, où tout alcool est de l'alcool, de la bière c'est de l'alcool, du vin c'est de l'alcool, c'est le même alcool, c'est la même molécule. Ce qui peut parfois par contre rendre, alors je ne dirais pas traître, mais faciliter des consommations très importantes, c'est de boire des alcools très concentrés, donc ce qu'on appelle les alcools forts. Quand on boit des alcools forts, évidemment on sait avoir une alcoolémie beaucoup plus importante avec un volume consommé qui est beaucoup plus faible. Et tout ça, on retrouve dans le témoignage qui a été donné. Donc ici, on l'a vu pour l'alcool traître, mais concrètement, en quoi la situation a dégénéré en plus de cet alcool ?
Alors, très vraisemblablement, dans le témoignage qu'on vient d'écouter, ce qui a fait dégénérer la situation, c'est que l'alcool a été bu très très rapidement. Et donc, quand on boit de l'alcool en quantité très rapide, sans pouvoir en ressentir les premiers effets, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir calibrer les effets qu'on recherche au niveau de l'alcool. Donc, toute la quantité d'alcool va être consommée en une seule fois. Et alors, une fois que l'alcool est dans l'estomac, on ne sait plus le calibrer. C'est-à-dire que tout l'alcool qui est dans l'estomac va diffuser. Et quand on va commencer à ressentir les premiers effets, donc elle parle par exemple de la tête qui tourne, c'est déjà trop tard pour arrêter de boire parce que l'alcool qui est déjà dans le corps va continuer à diffuser, va continuer à augmenter et donc elle ne sait plus. À ce moment-là, c'est trop tard pour elle pour pouvoir arrêter les effets de l'alcool. Et donc, elle va nécessairement passer par toutes les phases qui peuvent aller jusqu'à coma éthylique. Alors ici, l'étudiante était accompagnée d'un homme, d'un étudiant. Donc s'ils ont consommé la même chose, on imagine qu'il y a des différences. On a l'air de comprendre qu'ils n'étaient pas dans le même état. Qu'est-ce que ça peut changer, cette donnée ? Alors, il y a de grosses différences interindividuelles dans les effets de l'alcool, c'est-à-dire qu'on ne va pas vivre les effets de l'alcool tous de la même façon à la même quantité d'alcool. Donc, ça va dépendre évidemment d'abord de la corpulence des individus. Est-ce qu'on a des individus qui sont grands, petits, corpulents ? Les personnes corpulentes, l'alcool va se répartir dans un plus grand volume, donc à quantité égale, ils vont moins ressentir les effets de l'alcool. Il y a des différences de métabolisme entre les individus. Certains métabolisent l'alcool mieux que d'autres et donc vont en ressentir moins les effets. Il y a des différences au niveau cérébral sur les effets que l'alcool va avoir au niveau cérébral. Là non plus, on n'est pas tous égaux. Et alors, dans le témoignage qui est rapporté ici, il y a aussi une différence qui est bien connue entre les hommes et les femmes. Donc, alors, je sais que c'est un peu le stéréotype, mais qui est une réalité. C'est-à-dire que les femmes supportent moins l'alcool que les hommes, pour 2 raisons principales, même 3 raisons en réalité. La première, c'est que généralement, en moyenne, une femme est moins corpulente qu'un homme. Deuxièmement, le métabolisme de l'alcool, notamment au niveau de l'estomac, n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. Et la troisième raison que les femmes, en général, n'aiment pas trop d'entendre, c'est qu'en fait, la répartition, la quantité, le pourcentage de graisse qu'on a dans l'organisme est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Or, l'alcool se répartit moins dans les graisses. Et donc, il va se répartir plus dans les autres parties de l'organisme, dont le cerveau. Et donc, à quantité consommée exactement égale et à corpulence égale, il va y avoir une concentration d'alcool un peu plus élevée chez une femme. Et donc, elle va ressentir plus fort les effets de l'alcool. Donc ici, dans le témoignage, on voit qu'elle a réussi à appeler son amie. Est-ce qu'elle a bien réagi ? Alors, elle a très bien réagi. Elle a probablement eu un petit moment de lucidité. Elle a très bien réagi parce qu'elle a pu obtenir de l'aide, parce que dans la situation où elle était, elle aurait pu risquer une série de problèmes beaucoup plus graves. L'histoire aurait pu très mal se terminer. Et donc, dans les risques qu'il peut y avoir ici, elle aurait pu subir une agression sexuelle, quelque chose qui n'est pas rare. Et le deuxième risque très important qu'elle avait là, c'était de faire un coma éthylique. Donc, il faut savoir que coma éthylique, c'est en fait votre cerveau qui est tellement inhibé qu'à certains moments, vous arrêtez de respirer et vous pouvez décéder. Donc, quand on est dans ces situations-là, d'avoir une personne qui vous entoure et qui est capable notamment d'appeler les secours comme on a vu là ici, c'était la bonne réaction et c'est pour ça que l'histoire s'est bien terminée. Et on voit après que l'étudiante s'est rendue à la Croix-Rouge, elle dit même que heureusement que la Croix-Rouge était présente, mais on voit qu'elle en serait bien vite partie, elle dit je me repose juste, elle minimise quelque part un peu, mais on est d'accord que c'est assez utile ce genre de service et d'y rester. Alors c'est très utile et effectivement, en fait, quand on a bu beaucoup d'alcool et qu'on a beaucoup d'alcool dans l'estomac, l'alcool peut continuer à diffuser et donc vous ne pouvez pas savoir si les effets de l'alcool ne vont pas encore s'aggraver. Et donc dans une situation comme celle-là, il faut effectivement avoir un monitoring idéalement médical, mais en tout cas une personne qui surveille qu'il n'y a pas d'arrêt respiratoire et qu'on ne rentre pas dans quelque chose de beaucoup plus grave. Comme ici, effectivement, la Croix-Rouge les a laissés certainement partir parce qu'elle était avec une adulte qui n'avait pas bu d'alcool et donc ils ont été probablement tranquillisés par rapport à ça. Même si dans une autre situation il n'y aurait pas eu de personne âgée à côté, il aurait probablement mieux valu la garder pour la surveiller. Donc ici, dans les témoignages, on est dans une consommation dans le contexte des études. Est-ce que dans ce contexte, on peut voir à un moment donné des effets à plus long terme sur le cerveau, sur la capacité de mémorisation et tout ça ? Alors effectivement, la consommation d'alcool en quantité importante, c'est pas très compatible avec de très bonnes études, surtout si on le fait de manière régulière. Alors si on boit une fois de temps en temps et si on la fait quelques-unes, il n'y aura pas de souci. Si on rentre dans des comportements qui deviennent beaucoup plus réguliers et qu'on pratique, le terme qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est binge drinking, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on a observé dans le témoignage, une consommation très forte en très peu de temps et qu'on répète ce genre de choses très régulièrement. Alors là, par contre, on peut commencer à avoir des problèmes qui sont vraiment de nature cérébrale à certains moments. Si on arrête quand on est jeune, on va récupérer relativement bien. Si par contre c'est le début de mauvaises habitudes qu'on a pris et qu'on va maintenir pour le reste de sa vie, là on va rentrer dans des problèmes qui vont devenir beaucoup plus sérieux avec vraiment des atteintes cérébrales qui peuvent aller jusqu'à une destruction d'une partie du tissu nerveux. Si vous deviez donner un conseil aux étudiants et aussi aux étudiants qui découvrent l'université et un monde où parfois l'alcool est un peu une norme sociale comme ça dans les groupes d'amis,
ce serait quoi ? Donc le conseil que je donnerais à un jeune qui découvre le milieu universitaire et la consommation d'alcool dans les soirées, c'est d'y aller mollo au début. La consommation d'alcool, c'est quelque chose qui s'apprend comme tout le reste. Au début, on ne connaît pas les effets, et donc il faut les apprendre. Et donc commencer par des consommations restreintes, jusqu'à ce qu'on ait compris comment fonctionne son organisme et quelle quantité d'alcool on peut boire. C'était Étudie, un podcast de l'Université de Liège réalisé en collaboration avec le service qualité de vie étudiante et le service de communication. Nous rappelons que ce contenu ne remplace pas un suivi psychologique ou médical approprié. Il ne fait que donner des premières pistes pour des situations concrètes. Tu trouveras plus d'infos sur les aides proposées par l'ULiège en légende de cet épisode et sur students.uliege.be/aide au pluriel.